Bod était un enfant calme aux yeux gris et graves sous une tignasse de cheveux ébouriffés de la couleur des souris. Il était, la plupart du temps, obéissant. Il apprit à parler dès qu'il lui apprit, et dès qu'il lui apprit, il l'accabla de questions ceux du cimetière. Que n'ai-je le droit de sortir le cimetière demanda-t-il. Ou comment puis-je faire ce qu'il vient de faire? Ou encore qui habite ici? Les adultes faisaient de leur mieux pour lui répondre, mais comme leurs explications restaient souvent vagues ou déroutantes ou contradictoires, Bod descendait jusqu'à la vieille ville pour parler à Silas. Il restait à attendre au coucher du soleil juste avant que Silas ne s'éveille. Il pouvait toujours compter sur son tuteur pour lui expliquer les choses clairement, logiquement, avec la simplicité requise pour que Bod puisse comprendre. Si tu n'as pas le droit de sortir, et à propos de nos jours on ne dit plus que neige, mais pourquoi neige pas? C'est parce que nous ne pouvons te protéger que dans le cimetière. C'est ici que tu vis et c'est ici que tu trouves ceux qui t'aiment. L'extérieur serait trop dangereux pour toi, pour le moment. Mais tu peux bien sortir, toi. Tu sors toutes les nuits. Je suis infiniment plus vieux que toi, mon garçon, et je suis en sécurité partout où je vais. Moi aussi, je suis en sécurité. J'aimerais que ce soit vrai, mais tant que tu restes ici, tu n'as rien à craindre. Ou alors, comment tu pourrais faire ça, voyons? Certains talents s'acquièrent par l'éducation, d'autres par l'entraînement, d'autres encore avec le temps. Ces talents deviendront, si tu travailles, bientôt tu maîtriseras l'effacement, le flottement et la songerie, mais d'autres ne sont pas accessibles aux vivants, et cela tu devras apprendre un peu plus longtemps. Toutefois, je ne doute pas que tu les apprendras aussi en temps voulu. Tu as finalement été nommé citoyen libre du cimetière, lui disait Silas, pour que le cimetière puisse prendre soin de toi. Tant que tu es ici, tu peux voir dans le noir, tu peux parcourir certains chemins interdits aux vivants, leurs yeux glissent sur toi. Moi aussi, je suis citoyen libre du cimetière, bien que, dans mon cas, cela ne m'apporte qu'un droit de résidence. Je voudrais être comme toi, insista Bod en faisant la moue. Non, répondit Silas fermement, tu te trompes. Ou encore, qui repose ici? Tu sais, Bod, la plupart du temps, c'est écrit sur la pierre. As-tu appris à lire? Connais-tu ton alphabet? Mon quoi? Silas secoua la tête, mais ne dit rien. Monsieur et Madame Owens n'avaient jamais été très portés sur la lecture de leur vivant, et ils n'avaient pas de livre dans le cimetière. La nuit suivante, Silas apparut dans la tombe douillette des Owens, avec 3 grands livres sous le bras. 2 méthodes de lecture aux couleurs vives, A comme arbre, B comme ballon, et un exemplaire du chat chapeauté. Il avait aussi du papier et une boîte de crayons de couleur, puis il emmena Bod dans le cimetière et posa les petits doigts du garçon sur les stèles et les pierres tombales les plus neuves et les plus lisibles. Il lui apprit à reconnaître les lettres de l'alphabet qui y étaient gravées en commençant par le clocher pointu du A majuscule. Silas lui confia une mission, trouver chacune des 26 lettres dans le cimetière, que Bod acheva, tout fier, en découvrant la pierre tombale d'Ézéchiel Umsley, sertie dans le mur de la vieille chapelle. Son tuteur était content de lui. Chaque jour, Bod emportait son papier et ses crayons dans le cimetière et copiait avec application des noms, des mots, des nombres, et chaque soir, avant que Silas ne s'en allât dans le monde, Bod se faisait expliquer ce qu'il avait écrit et traduire les fragments en latin pour, la plupart, laisser les Owens perplexes. Une journée ensoleillée, les bourdons exploraient les fleurs sauvages qui poussaient dans l'angle du cimetière, suspendues aux ajoux et aux campanules, vrombissant sur une note paresseuse et grave, tandis que Bod, couché dans le soleil printanier, observait un scarabée couleur bronze qui errait sur la tombe de Géoréder et de sa femme Dorcas et de leur fils Sébastien. Fidelis ad mortem, Bod avait recompié leur épitaphe et ne pensait plus qu'à l'insecte lorsque quelqu'un dit « Hé, le garçon, qu'est-ce que tu fais là ?» Bod leva les yeux, quelqu'un le regardait derrière un bosquet d'ajoncs. « Rien du tout, répondit-il en tirant la langue. De l'autre côté des ajoncs, le visage se plissa en forme de gargouille, langue tirée, yeux écarquillés, puis redevint celui d'une fille. « C'est bien reconnu, Bod, impressionné. »« Je suis très bonne en grimaces, affirma la fille. Regarde un peu celle-ci. » Elle poussa son nez vers le haut avec un doigt, creusa la bouche en un large rictus satisfait,
plissa les yeux, gonfla les joues. Qu'est-ce que c'était? Non, c'était un... tu sais ce que c'est? Non, c'est un cochon, idiot. Ah, Bod réfléchit. Tu veux dire comme c'est comme cochon? Ah, bien sûr, comme ça. Attends. Elle contourna les ajoncs pour rejoindre Bod, qui se leva. Elle était un peu plus âgée que lui, un peu plus grande et vêtue de couleurs vives. Du jaune, du rose, de l'orange. Bod, dans son linceul gris, se sentit terne et démodé. Quel âge as-tu demanda la fille. Qu'est-ce que tu fais là? Tu habites ici? Comment tu t'appelles? Je ne sais pas, dit Bod. Tu ne sais pas comment tu t'appelles? Bien sûr que si, tout le monde sait son nom, menteur. Je sais comment je m'appelle, précisa Bod, et je sais ce que je fais ici, mais je ne sais pas l'autre chose que tu as dite. Ton âge? Bod opina. Bon, dit la fille, quel âge avais-tu à ton dernier anniversaire? Je n'en ai pas eu, avoua Bod. J'en ai jamais eu. Tout le monde a des anniversaires. Tu veux dire que tu n'as jamais eu de gâteau, ni de bougies et tout ça? Bod secoua la tête. La fille avait l'air de le plaindre. Mon pauvre, moi j'ai 5 ans, je parie que toi aussi tu as 5 ans. Bod acquiesça avec ardeur. Il n'allait pas contredire sa nouvelle amie. Elle le rendait heureux. Elle s'appelait Scarlett Amber Perkins, lui dit-elle, et elle habitait un appartement sans jardin. Sa mère était assise à lire un magazine sur un banc, au pied de la colline, et lui avait dit de revenir dans une demi-heure, de se défouler et de ne pas faire de bêtises, et de ne pas parler aux gens qu'elle ne connaissait pas. Tu ne me connais pas, lui fit remarquer Bod. Mais si, dit-elle d'un son décidé, tu es un petit garçon. Puis elle ajouta, et tu es mon ami, alors on se connaît forcément. Bod souriait rarement, mais cette fois-ci, il fit un sourire immense et ravi. Je suis ton ami, dit-il. Comment tu t'appelles? Bod, c'est le diminutif de Nobody. À ces mots, elle éclata de rire. Drôle de nom, qu'est-ce que tu fais là? J'apprends les lettres, à partir des pierres, je dois les écrire. Je peux le faire avec toi? L'espace d'un instant, Bob se sentit sur la défensive. Les pierres tombales étaient à lui, non? Et puis il a compris que c'était bête, et il se dit que certaines choses étaient plus amusantes à faire au soleil en compagnie d'une amie. Oui, dit-il. Ils recopièrent les noms gravés sur les tombes, Scarlett aidant Bob à prononcer les noms et les mots difficiles, Bob expliquant à Scarlett les phrases en latin, s'il les savait déjà, et il leur sembla qu'il était bien trop tôt, lorsqu'ils entendirent une voix plus basse sur la colline crier « Scarlett !» La fille repoussa hâtivement les crayons sur le papier vers le Bob. « Il faut que je parte, dit-elle. On se reverra la prochaine fois, pas vrai? Où est-ce que tu habites? Ici. » Et Bob resta debout et la regardait dévaler la colline. Sur le chemin du recours, Skylar parla à sa mère du garçon appelé Nobody qui vivait dans le cimetière et qui avait joué avec elle. Ce soir-là, sa mère racontait l'histoire à son père qui déclara à sa connaissance des amis imaginaires était un phénomène courant à cet âge qu'il n'y avait pas lieu de s'inquiéter et ils avaient de la chance d'avoir un parc naturel si près de chez eux. Après cette première rencontre, ce ne fut plus jamais Scarlett qui vit Bob en premier. Les jours où il ne pleuvait pas, l'un des parents l'amenait au cimetière. Le parent restait assis à lire sur le banc pendant que Scarlett s'écartait de l'allée, tache verte ou orange rose fluo. Elle partait en exploration, puis sans tarder, elle voyait le petit garçon, visage grave et des yeux gris, l'observer sous une tignasse couleur souris. Bob et elle jouaient ensemble, à cache-cache parfois, ou à l'escalade, ou à rester immobile pour guetter les lapins derrière la vieille chapelle. Bob présenta Scarlett à quelques-uns de ses amis. Le fait qu'elle ne pût pas les voir n'y fait pas d'importance, comme ses parents lui avaient déjà fermement affirmé que Bob était imaginaire et qu'il n'y avait aucun mal à cela. Pendant quelques jours, la mère lui avait même insisté pour mettre un couvert de plus à la table pour Bob. Elle ne s'étonnait pas du tout que lui aussi ait des amis imaginaires. Il lui transmettait leurs commentaires. Barthélemy dit que ton visage avait la ressemblance d'une prune écrasée. Lui-même, et pourquoi pourquoi est-ce qu'il parle comme ça? Il veut pas dire une tomate écrabouillée plutôt? Je crois qu'il n'avait pas de tomate chez lui, et c'est juste la manière de parler à leur époque. Scarlett était contente, c'était une enfant intelligente et solitaire, dont la mère travaillait pour une université lointaine, l'enseignant à des gens qu'elle ne rencontrait jamais en personne, notant des dissertations d'anglais renvoyées chez elle par ordinateur et renvoyant des messages du conseil ou d'encouragement. Son père enseignait la physique des particules
Mais il y avait, comme l'expliquait Scarlett à Bob, trop de gens qui voulaient enseigner, l'apprendre. Trop de gens qui voulaient enseigner la physique des particules et pas assez qui voulaient apprendre. C'est pourquoi sa fille devait sans cesse déménager dans différentes villes universitaires et dans chacune son père espérait un poste définitif qui n'arrivait jamais. Qu'est-ce que c'est la physique des particules? Scarlett haussa les... Bon, alors, dit-elle, il y a les atomes qui sont des trucs trop petits pour être vus et c'est ça de qu'on est fait. Puis il y a des trucs plus petits que les atomes et ça c'est la physique des particules. Bob hocha la tête et conclut que le père de Scarlett s'intéressait sans doute à des choses imaginaires. Bob et Scarlett arpentaient le cimetière ensemble tous les après-midi de la semaine pour suivre les noms du doigt et les recopier. Bob expliqua à Scarlett ce qu'il savait sur les habitants des sépultures, des mausolées ou des tombeaux, et elle lui racontait les histoires qu'elle avait lues ou apprises. C'est parfois elle qui parlait du monde extérieur, des voitures, des autobus, de la télévision et des avions. Bob en avait vu voler très haut dans le ciel. Il les avait pris pour des bruyants oiseaux, durs d'argent, mais ce n'était jamais encore posé la question sur leurs propos. Lui, à son tour, lui rapportait ce qui s'était passé du vivant des gens qui s'occupaient des tombes. Par exemple, la fois où Sebastian Reeder était allé à Londres et avait vu la reine, en réalité, une grosse femme à toque de fourrure qui regardait tout le monde méchamment et qui ne parlait pas un mot d'anglais. Sebastian Reeder ne se rappelait pas de quelle reine il s'agissait, ne pensait pas qu'elle eût été reine très longtemps. C'était quand demanda Scarlett. Il est mort en 1583. C'est marqué sur sa tombe, donc c'était avant. Qui est le plus vieux ici, dans tout le cimetière? Bob fronça les sourcils. Ça doit être Caius Pompeius. Il est arrivé ici 100 ans après les premiers Romains. Il m'en a parlé. Il aimait les routes. Alors c'est lui le plus vieux? Je crois. Est-ce qu'on peut faire une cabane dans une des maisons en pierre? On ne peut pas entrer, c'est fermé à clé. Elles sont toutes fermées. Et toi, tu peux entrer? Bien sûr. Et pourquoi pas moi? À cause du cimetière, expliqua-t-il. Je suis citoyen libre du cimetière et il me laisse aller partout. Je veux aller dans la maison en pierre pour faire une cabane. Tu ne peux pas, t'es méchant. Non, vilain méchant, non. Scarlett enfonça les mains dans les poches de son anorak et descendit la colline sans lui dire au revoir, convaincue que Bob cachait quelque chose et sentait dans le même temps qu'elle avait été injuste, ce qui augmentait encore sa colère. Ce soir-là, au dîner, elle demanda au père de la mère s'il y avait des habitants dans le pays avant l'arrivée des Romains. Où tu as entendu parler des Romains? S'étonna son père. Tout le monde est au courant alors, répondit avec Scarlett avec un dédain soudain. Alors, il y avait les Celtes, expliqua sa mère, qui étaient là en premier. Ils remontent avant les Romains, et c'est le peuple des Romains qui ont conquis. Sur le banc à côté de la vieille chapelle, Bob avait une conversation du même ordre. Le plus vieux dit Silas? Franchement, Bob, je ne sais pas. Le plus vieux du cimetière que j'ai rencontré, c'est Caius Pompeius. Mais il y avait des gens ici avant l'arrivée des Romains. Beaucoup de gens, installés depuis très longtemps. Et tes lettres, ça avance? Bien, je crois. Quand est-ce que j'apprendrai à écrire attaché? Silas se tut. Je ne doute pas, dit-il après un moment de réflexion, qu'il y ait parmi des talents inhumés ici au moins une poignée de professeurs. Je mènerai l'enquête. Bob frissonna de joie. Il imaginait un avenir où il saurait tout lire, où toutes les histoires pourraient être ouvertes et découvertes. Lorsque Silas eut quitté le cimetière pour vaquer à ses affaires, Bob se rendit au saule qui poussait aux côtés de la vieille chapelle et appela Caius Pompeius. Le vieux Romain sortit de sa tombe en bâillant. « Ah oui, l'enfant vivant, dit-il. Comment vas-tu, enfant vivant? Je vais très bien, monsieur. Tant mieux, je suis heureux de l'apprendre. Les cheveux du vieux Romain étaient pâles dans le clair de lune, et il portait la toche dans laquelle on l'avait mis en terre, avec, par-dessous, un épais gilet de flanelle et un caleçon long, car le pays était froid. Au bout du monde, et le seul endroit encore plus froid était l'Hibernia, au nord, où les hommes étaient plus animaux qu'humains et couverts de fourrure orange, où ils étaient trop sauvages pour être conquis même par les Romains, si bien qu'ils seraient bientôt isolés dans leur perpétuel hiver. Êtes-vous le plus vieux? Lui demanda Bob.
Le plus vieux du cimetière? Oui, c'est moi. Vous avez été le premier enterré ici? Une hésitation. Presque le premier, dit Caius Pompeius. Avant les Celtes. Il y avait quelques autres gens sur cette île. L'un d'entre eux est enterré ici. Ah! Bob réfléchit pendant un moment. Où est sa tombe? Caius Pompeius pointa le doigt vers le sommet de la colline. Il est tout en haut. Caius secoua la tête. Où alors? Le vieux Romain se baissa pour évourifier les cheveux du Bob. Dans la colline, dit-il, à l'intérieur. Ce sont mes amis qui m'ont porté jusqu'ici, suivis à leur tour par des officiers locaux et des mimes apportant des visages en cire de ma femme, emportés par une fièvre à Camulodunum, et de mon père, tué dans une escarmouche frontalière en Gaule. 300 ans après ma mort, un fermier qui cherchait des pâtures pour ses moutons découvrit le rocher qui couvrait l'entrée et fit rouler sur le côté et descendit. Pensant trouver peut-être un trésor, il ressortit un peu plus tard avec ses cheveux bruns étaient devenus blancs comme neige. Qu'avait-il vu? Caius ne dit rien, puis le rocher avait été remis en place et avec le temps, ils ont oublié. Et puis, il y a 200 ans, en creusant le caveau Frobisher, ils l'ont retrouvé. Le jeune homme qui trouva l'endroit rêvait de fortune, si bien qu'il n'en parlait à personne et se cachait derrière le cercueil d'Éphraïm Petitfer. Une nuit, il descendit sans se faire voir, ou du moins le croyait-il. Ses cheveux étaient-ils blancs quand il remontait? Il n'est pas remonté. Oh, mais alors, qui est là-dessous? Caius secoua la tête. Je ne sais pas, jeune Owens, mais je le sentais à l'époque où cet endroit était vide. Je sentais déjà quelque chose qui attendait au plus profond de la colline. Qu'est-ce que ça attendait? Tout ce que je sentais, dit Caius Pompeius, c'était l'attente. Scarlett tenait un livre d'images. Assise à côté de sa mère sur le banc près du portail, elle lisait son livre pendant que sa mère étudiait une revue pédagogique. Elle profitait du soleil printanier et s'efforçait d'ignorer le petit garçon qui lui faisait signe derrière un monument couvert de lierre. Mais soudain, lorsqu'elle avait résolu de ne plus regarder le monument, le garçon surgit littéralement tel un beau diable de sa boîte, de derrière une pierre tombale. Joji, 1921. J'ai été un étranger et vous m'avez accueilli. Il lui fit des grands gestes frénétiques. Elle fit celle qui ne le voyait pas. Finalement, elle posa son livre sur le banc. « Maman, je vais me promener. Reste dans l'allée, ma chérie. » Elle resta jusqu'à ce qu'elle eût tourné le coin. Et elle vit Bob qui lui adressait de grands signes de bras, plus sur la colline. Elle lui fit une grimace. « J'ai appris des choses, dit Scarlett. »« Moi aussi, dit Bob. Il y avait des gens avant les Romains, il y a très longtemps, qui vivaient là. Enfin, quand ils mouraient, on les enterrait dans ces collines, avec des trésors et tout. On appelait ça des tumulus. »« Ah bon? Tout s'explique. Tu veux venir en voir un? Maintenant? » Oui. Scarlett n'avait pas l'air convaincue. « Tu ne sais pas vraiment où il y en a un, si? Et tu sais que je ne peux pas toujours te suivre là où tu vas. » Elle avait vu passer en travers les murs, comme une ombre. Pour toute réponse, il brandit une grosse clé en fer rouillé. « Je l'ai trouvé ça dans la chapelle, dit-il. Elle doit ouvrir la plupart des portes là-haut. C'est la même clé qui servirait pour toutes. Ça faisait moins de travail. » Elle escalada la colline à ses côtés. « Tu dis la vérité ?» Il acquiesça, un sourire satisfait dansant au coin des lèvres. « Allez, viens !» C'était une parfaite journée de printemps. L'atmosphère était vibrante de chants d'oiseaux et de bourdonnements d'insectes. Les marguerites agitaient dans la brise, et ici et là sur la colline quelques tulipes précoces se balançaient. Un poudroiement de myosotis et de grosses touffes de primes vert jaune ponctuaient la verdure de la pente autour des enfants qui montaient vers le petit mausolée des Frobisher. Il était ancien et de conception simple. Étroite maison de pierre oubliée avec une grille en guise de porte. Bob l'ouvrit avec sa clé et ils entrèrent. « C'est un trou, expliqua Bob, ou une porte, derrière l'un des cercueils. » Ils le retrouvèrent derrière un cercueil posé au sol. Il y avait juste la place d'y ramper. « Là-dessous, on descend là-dessous. » Scarlett se surprit soudain à apprécier nettement moins l'aventure. « On ne voit rien là-dedans, dit-elle. Il fait tout noir. »« Je n'ai pas besoin de lumière, pas tant que je suis dans le cimetière. »« Mais moi aussi, insista Scarlett, c'est tout noir. »
Bob réfléchit à ce qu'il pourrait dire de rassurant, comme par exemple « Il n'y a rien de méchant là-dedans », mais comme les histoires de chevaux blancs et de gens jamais remontés l'empêchaient de l'affirmer en toute conscience, il préférait rester prudent. « Je vais descendre, attends-moi ici. » Scarlett fronça les sourcils. « Tu ne dois pas me quitter, dit-elle. Je vais descendre. Je verrai qui est là, et je reviendrai un jour te raconter. » Il se tourna vers l'ouverture, se baissa et y pénétra péniblement à quatre pattes. Il se retrouva dans un endroit assez grand pour qu'il tienne debout. Il vit des marches taillées dans la pierre. « Je vais prendre l'escalier maintenant. » « Est-ce qu'il descend loin ? Je crois. Si tu me tiens par la main et que tu me dis où mettre les pieds, je veux bien venir avec toi si tu fais attention à moi. » « Bien sûr, dit Bob. Et avant même qu'il eût fini de parler, la fit passer à quatre pattes dans le trou. « Tu peux te lever, poursuivit-il. Il la prit par la main. « L'escalier est juste là. Si tu avances un pied, tu le trouveras. Là, je passe devant. »« Tu y vois maintenant ? Demande-t-elle. »« Il fait sombre, mais j'y vois. » Il commença à guider Scarlett dans l'escalier, à enfoncer dans la colline et à lui décrire ce qu'il voyait en chemin. « Il y a des marches qui descendent, elles sont en pierre, et il y a de la pierre partout autour de nous. Quelqu'un a fait une peinture sur le mur. »« Quel genre de peinture ? » ?»« Une grosse V comme vache poilue, avec, je crois, avec des cornes. Et puis quelque chose qui ressemble plus à une sorte de gros nœud. C'est un peu gravé dans la pierre aussi, pas seulement peint, tu vois. » Et il lui prit les doigts pour le poser sur les entrelacs gravés. « Je le sens, dit-elle. Maintenant, les marches sont plus larges. On arrive dans une sorte de salle, là. Mais ça descend toujours. Ne bouge pas. Voilà. Maintenant, je suis entre toi et la pièce. Laisse ta main gauche sur le mur. » Ils continuèrent à descendre. « Encore une marche et on arrive sur le sol en rocher, dit Bob. Ce n'est pas très plat. » La pièce était petite. Il y avait un bloc de pierre au sol et dans un coin une saillie rocheuse basse, sur laquelle étaient posés de menus objets. Il y avait des os par terre, des os vraiment très vieux, et malgré tout, Bob distingua, en contrebas de l'endroit où les marches débouchaient en haut de la pièce, un cadavre recroquevillé, vêtu des restes d'un long manteau marron. « Le jeune homme qui rêvait la fortune, conclut-il. Il avait dû glisser et tomber dans le noir. » Un son commença à s'élever tout autour d'eux, un glissement râpeux, tel un serpent ondulant, dans les feuilles mortes. Scarlett agrippa plus fort la main de Bob. « Mais qu'est-ce que c'est ? Tu vois quelque chose ? » ?»« Non. » Scarlett émit un bruit entre le hoquet et le gémissement, et Bob vit quelque chose. Il sut, sans avoir à le demander, qu'elle le voyait aussi. Il y avait une lumière tout au bout de la pièce, et dans la lumière, un homme avança dans la roche, et Bob entendit Scarlett réprimer un hurlement. L'homme était plutôt bien conservé. Il avait tout de même l'air mort depuis longtemps. Sa peau était peinte, pensa Bob, ou tatouée, pensa Scarlett, et dessins ou de motifs violets. À son cou pendait un collier de longues dents tranchantes. « Je suis le maître des lieux, dit le personnage, dans les termes si antiques et gutturaux que c'était à peine des mots. Je garde ces lieux contre quiconque les profane. » Ces lieux étaient énormes dans sa tête. Ses yeux étaient énormes dans sa tête. Bob comprit que c'était parce qu'il était cerné d'anneaux peints en violet, et il lui donnait un air d'hibou. « Qui êtes-vous ? » demanda Bob. Il serra fort la main de Scarlett en le disant. L'homme indigo ne semblait pas avoir entendu la question. Il les regardait avec férocité. « Quittez ces lieux !» répéta-t-il avec des mots que Bob entendit dans sa tête. Des mots étaient aussi un grondement rauque et grave. « Où il va ? Il va nous faire du mal ? Sans qui, Scarlett ? » « Je ne crois pas, la rassura Bob. Puis, à l'homme indigo, il dit comme on le lui avait appris. « Je suis citoyen libre de ce cimetière et je peux aller partout où je veux. » Cela n'entraîna aucune réaction chez l'homme indigo, ce qui dérouta Bob encore plus, car cette déclaration avait calmé jusqu'aux plus irascibles des habitants du cimetière. « Scarlett ? » demanda-t-il. « Est-ce que tu le vois, toi ? » « Bien sûr que je le vois. C'est un grand bonhomme tatoué qui fait peur et qui veut nous tuer. Bob, fais-le partir !» Bob regarda la dépouille du jeune homme au manteau marron. Il y avait une lampe à côté de lui, brisée sur le sol rocheux. « Il s'est sauvé, dit Bob à voix haute.
Il s'est sauvé parce qu'il avait peur. Et il a glissé ou trébuché sur les marches et il est tombé. Qui ça? L'homme qui est par terre. Scarlett avait une voix irritée à présent, déroutée et effrayée aussi. Quel homme par terre? Je n'ai vu que le bonhomme tatoué. À cet instant, comme pour s'assurer qu'ils avaient bien remarqué sa présence, l'homme indico renversa sa tête en arrière et poussa une série de hurlements assourdissants. Un ululement à pleine gorge et incita Scarlett à grapper la main de Bob si fort que les ongles lui entrèrent dans la chair. Bob n'avait plus peur, cependant. Pardon d'avoir dit qu'ils étaient imaginaires, s'excusa Scarlett. J'y crois maintenant. Ils sont pour de vrai. L'homme indico leva quelque chose au-dessus de sa tête, cela ressemblait à une lame de fer effilée. Quiconque fait intrusion ici doit mourir, gronda-t-il de sa voix gutturale. Bob pensa à l'homme dont les cheveux avaient blanchi après qu'il eut découvert la chambre, au fait qu'il ne soit jamais redescendu ici et n'ait jamais parlé de ce qu'il avait vu. Au contraire, dit-il, je crois que tu as raison. Je crois qu'il est celui-ci. Qu'il est quoi? Imaginaire. Ne sois pas bête, rétorqua Scarlett. Je le vois. Oui, et justement, toi, tu ne vois pas les morts. Bob promena son regard dans la pièce. Vous pouvez arrêter maintenant, dit-il. On sait que c'est pour de faux. Je vais vous dévorer le foie, mugit l'homme indigo. Mais non, s'impatienta Scarlett, en poussant un énorme soupir. Bob a raison. Puis elle ajouta. Je pense que c'est peut-être un épouvantail. Qu'est-ce que c'est un épouvantail? C'est une chose que les fermiers mettent dans les champs pour épouvanter les corbeaux. Ah bon? Pourquoi? Bob aimait bien les corbeaux. Il les trouvait drôles et il appréciait qu'ils aident le cimetière à rester propre. Je ne sais pas vraiment. Je demanderai à maman. Mais j'en ai vu un du train une fois où j'ai demandé ce que c'était. Les corbeaux croient que c'est une vraie personne, mais c'est pas vrai. C'est juste une chose fabriquée qui a l'air d'une personne. C'est juste pour faire peur aux corbeaux. Bob regarda autour de lui dans la pièce. Qui que vous voyez, dit-il, ça ne marche pas. Qui que vous soyez, ça ne marche pas. Ça ne nous fait pas peur. On sait que c'est pour de faux, alors arrêtez. L'homme indico s'arrêta. Il s'approcha du bloc de pierre et se coucha dessus, puis il disparut. Pour Scarlett, la pièce fut de nouveau engloutie dans les ténèbres. Mais dans les ténèbres, elle entendit encore ce bruit qui s'enroulait autour d'eux, de plus en plus fort, comme si quelque chose tournait en rond dans la pièce. Quelque chose dit « Nous sommes la vouivre !» Les petits cheveux de Bob que Bob avait dans le cou commencèrent à le picoter. La voix qui résonnait dans la pièce était quelque chose de très vieux et de très sec, comme un raclement d'une branche morte contre la fenêtre d'une chapelle. Et il lui semblait qu'il y en avait plus d'une, qu'elle parlait à l'unisson. « Tu as entendu ?» lui demanda-t-il à Scarlett. « Je n'ai rien entendu, à part un bruit tout glissant. Ça m'a fait un drôle d'effet. Ça me piquait dans le ventre, comme s'il allait se passer quelque chose d'horrible. »« Il ne va rien se passer d'horrible, dit Bob. Puis, à l'intention de la pièce, il éleva la voix. « Qu'êtes-vous » ? Nous sommes la vouivre. Nous gardons et protégeons. Que protégez-vous ? Le lieu du repos du maître. Ceci est le plus saint des lieux saints. Il est gardé par la vouivre. Vous ne pouvez pas nous toucher. Vous pouvez faire peur, c'est tout. Les voix tortueuses se firent virulentes. La peur est une arme de la vouivre. Bob regarda la saillie rocheuse. C'est ça. Les trésors de votre maître? Une vieille broche, une coupe et un petit couteau de pierre, ça ne paye pas de mine. La vouivre garde les trésors. La broche, le cratère, le coutelas. Nous les gardons pour le maître. Pour son retour, il reviendra. Il revient toujours. Combien êtes-vous? Mais la vouivre ne répondit rien. Bob avait l'impression que sa tête était remplie de toiles d'araignée. Puis, il secoua pour tenter de s'éclaircir. Puis, il serra la main de Scarlett. On ferait mieux de s'en aller, dit-il. Il la fit passer devant le mort, au manteau marron. Et franchement, pensa Bob, s'il n'avait pris peur et n'était tombé, l'homme aurait été déçu. Les trésors d'il y a 10 000 ans n'étaient pas comme ceux d'aujourd'hui. Bob aida prudemment Scarlett à remonter les marches à travers la colline, jusqu'à l'édifice noir et saillant du mausolée Frobisher. Le soleil de fin de printemps s'insinuait avec un éclat violent
dans les fissures de la maçonnerie et par les barreaux de la grille. Et Scarlett cligna les yeux et les ouvrit de sa main sous cette lumière soudaine. Les oiseaux chantaient dans les taillis, un bourdon passant ou vrombissant, tout était incroyablement normal. Bob poussa la grille pour l'ouvrir, puis referma la clé derrière. Les vêtements colorés de Scarlett étaient couverts de débris et de toiles d'araignée, et la peau mate de son visage et de ses mains était blanchie par la poussière. Plus bas sur la colline, quelqu'un, un bon nombre de personnes même, criait fort, criait frénétiquement. On appela « Scarlett, Scarlett Perkins !» Scarlett lui dit « Oui, je suis là !» sans leur laisser le temps, Bob et elle, de se parler de ce qu'ils avaient vu ni d'évoquer l'homme indigo. La femme en veste jaune fluo avait marqué « Police » dans le dos apparu, exigeant de savoir si Scarlett était un M, où elle était allée et si on avait tenté de le kidnapper. Puis la femme parla d'une radio pour faire savoir que l'enfant était retrouvé. Bob descendit dans la colline en flottant de leur côté. La porte de la chapelle était ouverte, et à l'intérieur, les deux parents de Scarlett attendaient. Sa mère en larmes, son père parlant d'un air inquiet dans son téléphone portable. Accompagné d'une autre femme policière, personne ne vit Bob, qui attendait dans un coin. Des gens demandaient sans relâche à Scarlett ce qui lui était arrivé, puis elle répondit plus honnêtement possible, leur parla d'un garçon appelé Nobody qui l'avait emmené tout au fond d'une colline où un homme au tatouage violet était apparu dans le noir, mais en réalité, c'était un épouvantail. Ils lui donnèrent une barre chocolatée, lui essuyèrent le visage, lui demandèrent si l'homme tatoué avait une moto, et le père de la mère de Scarlett, une fois soulagé et rassuré pour elle, s'en voulurent et lui en voulurent, et chacun accusa l'autre d'avoir laissé leur petite fille jouer dans un cimetière, même si c'était un parc naturel, et observa que le monde était très dangereux de nos jours, et que si l'on ne gardait pas des yeux sur nos enfants à chaque seconde, on ne pouvait pas imaginer dans quelles horreurs elle risquait d'être plongée, surtout une enfant comme Scarlett. Sa mère se mit à sangloter, et ce qui fit pleurer Scarlett. Et l'une des femmes de la police se disputa avec son père, qui tentait de lui expliquer qu'en tant que contribuable, il lui payait son salaire, ce à quoi elle rétorqua qu'elle aussi payait le salaire, payait des impôts et réglait probablement son salaire à lui. Pendant ce temps, Bob resta assis dans l'ombre dans le coin de la chapelle, invisible aux yeux de tous, même de Scarlett, à observer et écouter jusqu'à qu'il n'en puisse plus. Le crépuscule était tombé sur le cimetière et Silas monta vers l'amphithéâtre retrouver Bob, qui contemplait la ville en contrebas. Il resta debout à côté de l'enfant sans rien dire, ce qui était bien dans ses manières. « Ce n'est pas sa faute, » plaidait Bob, « c'est la mienne. Et maintenant, elle a des ennuis. »« Où l'as-tu emmenée » demanda Silas. « Au milieu de la colline, pour voir la plus vieille des tombes. Mais il n'y a jamais personne là-dedans. Juste une espèce de serpent qui s'appelle la vouivre et qui faisait peur aux gens. » Fascinant. Ils descendirent la colline ensemble, virent des gens refermer la vieille chapelle et regardèrent les policiers. Scarlett et mes parents s'éloignent dans la nuit. « Miss Burroughs va apprendre à écrire en attaché, dit Silas. As-tu lu Le chat chapeauté ? Oui, ça fait longtemps. Tu peux m'apporter encore des livres ? Je pense. Tu crois que je la reverrai un jour, la fille ? J'en doute fort. Mais Silas se trompait. 3 semaines plus tard, par un après-midi de grisaille, Scarlett vint au cimetière, accompagnée de ses deux parents. Ils insistèrent pour qu'elle reste à tout instant à leurs yeux, même s'ils s'attardaient un peu derrière elle, faisaient une réflexion de temps en temps pour souligner à quel point tout cela était morbide, et comme c'était bien qu'ils laisseraient bientôt ces histoires derrière eux pour toujours. « Bonjour, dit Bob, lorsque les deux parents de Scarlett se furent mis à parler entre eux. « Coucou, fit Scarlett, à voix très basse. Je ne pensais pas te revoir. Je leur ai dit que je partirais pas avec eux s'ils ne me ramenaient pas ici une dernière fois. » « Partir où ? En Écosse. Il y a une université là-bas, où papa pourra enseigner la physique des particules. » Ils marchèrent ensemble dans l'allée, la petite fille en anorak orange vif et le petit garçon en linceul gris. « C'est loin l'Écosse ? Demanda Bob. « Oui. »« Ah. J'espérais bien que tu serais là, pour qu'on se dise au revoir. Je suis toujours là. »« Mais tu n'es pas mort, n'est-ce pas, Nobody Owens ? » ?»« Bien sûr que non. »« Alors tu ne peux pas rester ici toute ta vie, pas vrai ? Un jour tu grandiras et tu devras aller vivre dans le monde. »
À- Au dehors, il secoua la tête. Je ne suis pas en sécurité là-bas. D'après qui? Silas, ma famille, tout le monde. Elle garda le silence. Son père l'appela. Scarlett, viens, viens, chérie. C'est l'heure de partir. Tu as eu ta dernière visite au cimetière. On rentre maintenant. Tu es courageux, dit Scarlett à Bob. Tu es la personne la plus courageuse que je connaisse. Et tu es mon ami. Ça m'est égal si tu es vraiment imaginaire. Puis elle s'enfuit en dévalant l'allée qu'il venait d'emprunter vers ses parents et vers le monde. Fin du chapitre 2.